ce rideau musical pour introduire maintenant à la chronique. Et l'espace chronique est animé ce soir par Georges d'une part et Thomas pour clore notre émission. Georges, tu nous amènes une critique littéraire, un conte ? Alors comme je te le disais tout à l'heure, ni critique ni conte, mais simplement une chronique. Je reviens à mes bonnes vieilles chroniques. Elle va être assez courte, ça tombe bien puisqu'on est un peu pressé par le temps. Je vais vous parler d'un poète qui, malheureusement pour lui, est mort assez jeune. Alors qui est ce poète ? C'est Audun von Horvath. Alors je sais pas trop comment prononcer la fin de son nom puisqu'il est allemand, donc ça c'est TH. Donc, Horvath, oui. Voilà, ce qui parle bien allemand, ce qui n'est pas du tout phone, mon cas, me le pardonne. Au niveau phonétique, c'est plutôt phone. D'accord, donc on va dire Horvath. Bon. Alors qui est-ce ? Alors c'est un poète et dramaturge allemand, a priori relativement inconnu. Je ne sais pas si certains dans le studio en avaient déjà entendu parler. Alain, tu me disais que oui. Alain, c'est plein de choses. Donc la vérité en fait, c'est que je le connaissais pas il y a 2 semaines ce type-là. Je l'ai découvert dans un article donc de Courrier International. Donc en toute sincérité, c'est pas quelqu'un que je lis depuis des années, dont je serais capable de vous citer des vers ni quoi que ce soit. Mais il m'a intéressé pour au moins 2 raisons qui, me semble-t-il, sont suffisamment importantes. C'est qu'il a eu à la fois une vie extraordinaire et une mort extraordinaire. Si tant est qu'on puisse dire qu'une mort soit extraordinaire. Écoute, on peut peut-être pas le dire souvent, mais pour ce cas précis, je peux t'assurer qu'elle l'est. Tu verras. Donc il est né le 9 décembre 1901, donc dans la ville de Suzac, qui était alors en Hongrie. Donc maintenant la ville de Suzac, ça n'existe plus. C'était donc l'ancien nom italien de cette ville, qui maintenant est Rijeka, une ville en Croatie. Donc dans une famille noble et catholique, son père est Edmund Joseph Horvath, un diplomate austro-hongrois, et sa mère Maria Hermine Prenál, qui était issue d'une famille de médecins militaires et qui elle aussi avait entre guillemets embrassé. Prenál, ça fait un peu nom de médicament, tu trouves pas ? Prenál. Oui. Continue. On va dire que oui. Donc, et en fait, Audun, du fait que son père est justement diplomate, va être obligé de suivre toutes les affectations donc de son père. D'abord à Belgrade, donc entre 1900 et 1908, puis à Bratislava jusqu'en 1918. Ensuite, il y aura un retour à Budapest, puis ensuite encore à Vienne en 1919 et retour à Munich 1 an plus tard. Voilà. Donc tu vois, il bouge énormément et il développe un goût prononcé pour le voyage puisque il a une existence presque nomade, on va dire. Et le peu que j'ai lu de lui confirme ça. On n'y sent aucune appartenance nationale réellement, aucune entre guillemets fierté patriotique, alors que l'époque politiquement en Allemagne est plutôt justement au nationalisme. Et à Munich, donc, il commence des études de littérature à l'université. Il commence à écrire des pièces de théâtre. Et la première s'appelle Révolte sur la côte 3018. Parce que le fait en fait qu'il n'ait pas l'impression d'appartenir à l'Allemagne ne l'empêche pas donc de s'intéresser de près à son histoire. Et dans cette pièce, il montre son intérêt pour la culture populaire et l'histoire politique de l'Allemagne. Donc. Et il met aussi en garde le peuple contre la montée du fascisme. Donc là, on a une littérature déjà, dès la première pièce, engagée. Et avec sa seconde pièce, le funiculaire, il commence à se faire un nom et ses pièces sont jouées à Berlin. Et il obtient un contrat avec une grosse maison d'édition de l'époque, qui est donc Ullstein. Alors là, je vous cite une anecdote pour montrer le genre d'homme qu'était Audun von Horvath. En 1929, il était en résidence avec ses parents près de Munich. Et il y a rencontré Hitler. Et n'étant pas d'accord avec ses idées, il s'est battu verbalement avec certains membres de son parti pendant une réunion électorale. Et lors du procès de l'un d'eux en 1931, il va même prendre le risque d'aller témoigner contre lui à la barre au tribunal. Et puis donc en 1931, la même année, vient la véritable reconnaissance avec son premier roman, qui s'appelle L'Éternel Petit Bourgeois, et avec 2 autres pièces de théâtre, La Nuit italienne et puis Légende de la forêt viennoise. Alors vont rencontrer un grand succès, notamment à Berlin. Il reçoit même le prestigieux prix Kleist des mains de Karl Zuckmayer. Et en 1933, pendant les autodafés, donc encore la même année, les livres d'Audun von Horvath sont parmi les livres brûlés, parce que considérés par les nazis comme déviants, voire dangereux. Et un ami lui écrira dans une lettre « L'information disant que tu n'es plus joué, entre guillemets auteur dégénéré, vaut plus que n'importe quel prix littéraire. Elle te confirme publiquement comme poète. »
En 1933 toujours, donc année mouvementée pour Van Horvat, sa pièce Foi, Amour, Espérance ne peut pas être montée à Berlin à cause des pressions du gouvernement national-socialiste. Donc il va s'acharner pendant 3 ans et finalement réussir à la faire monter à Vienne, donc plus ou moins officieusement. Donc ça lui a quand même demandé 3 ans. Et puis finalement, il va même s'installer à Vienne, contraint et forcé, puisqu'il ne peut plus demeurer à Berlin à cause de la montée du nazisme. Et en 1937, donc, il publie un roman, il est en voyage à Amsterdam, et il publie donc son roman Jeunesse sans Dieu, qui vise explicitement en fait l'embrigadement de la jeunesse par les nazis. Donc à nouveau, il rentre dans le tas, et à partir de là, les pressions se durcissent. Le gouvernement de Berlin, entre guillemets, l'excommunie littérairement, puisque il bloque en fait tout droit d'auteur auquel aurait pu prétendre Oden von Horvath. Donc financièrement, sa situation forcément, logiquement, est critique. Et puis après mars 1938, on va dire malheureusement la fuite continue, puisque la répression nationale-socialiste s'abat sur Vienne, où il habitait donc, et donc il va errer en Europe, donc à Trieste, Venise, Milan, parfois Paris, Prague et Zurich. Et pendant cette période, il va publier notamment un roman, qui s'appelle Un fils de notre temps, qui va bien se vendre malgré tout à Amsterdam et un peu étrangement à New York. Et puis il finit par se réfugier à Paris en mai 1938 chez son amour de l'époque, Vera Lissem. Et là, vous allez me dire c'est court, il est né en 1901, en 1938, je suis déjà à sa mort. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Quelle est cette mort incroyable dont je parlais à Thomas tout à l'heure ? Alors déjà, entre parenthèses, il rencontre un cinéaste, un réalisateur donc, qui s'appelle Robert Siodmak, qui parlera avec lui d'une adaptation possible de son roman Jeunesse sans Dieu. Donc on voit que même le cinéma s'intéresse à son engagement. De son vivant. Et j'arrive à sa mort, donc Oden von Horvath, qui le 1er juin 1938 va se promener dans Paris. Donc il a 37 ans. Il arrive sur les Champs-Élysées et il se trouve que ce jour-là, il pleut, il y a du vent, il y a une tempête. Bon, comme aujourd'hui. Il marche, voilà, c'est ça, un sale temps. Et alors qu'il arrive, regarde pas ma feuille, je te vois essayer de tricher, Alain. Alors qu'il arrive devant le théâtre Marigny, donc sur les Champs-Élysées, la foudre s'abat sur un marronnier, brise une branche, qui lui tombe dessus et le tue. Voilà. Et finalement, j'avais envie de parler d'Oden von Horvath ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il est mort jeune, triste et alcoolique. Voilà pourquoi. Non, il n'était pas alcoolique, il n'était pas triste. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait une grande force de vie, je trouve. Mais finalement, moi, je trouve ça juste un peu triste parce que d'un homme qui a finalement mené une résistance acharnée contre le nazisme, d'une vie de fuite, de blâme constamment à cause du fait qu'il était justement dans son écriture libre et résistant, malgré tout ça, malgré les qualités humaines extraordinaires de cet homme-là, on n'en garde pas grand-chose dans les mémoires. Alors on va me dire, forcément c'est un poète allemand, c'est comme Trakl, des poètes allemands méconnus, nous, petits français, tout le monde ne s'intéresse pas à la poésie au point d'aller creuser là, mais c'est aussi, moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des grands poètes et écrivains méconnus un peu partout, dans tous les pays, dans toutes les langues, et j'aime cette idée qu'il m'en reste des centaines à découvrir, un peu hors des sentiers battus et des grands noms finalement connus de tous. Et puis en 3 lignes pour terminer, pour pas faire trop long, pour vous parler un petit peu de ces pièces, éventuellement vous donner envie de les lire, elles s'ancrent dans la tradition d'un théâtre qui est à la fois populaire et en même temps critique. Donc il va juger sévèrement le petit bourgeois, il y a une de ces pièces qui donc porte ce nom, comme je vous l'ai dit, et il fait aussi une critique politico-sociale sévère. Il parle aussi des femmes à l'époque, puisqu'il, sans tomber dans un féminisme primaire, quoi que ce soit, mais il parle des femmes, leur place à l'époque en les présentant telles qu'elles étaient, c'est-à-dire aussi des victimes, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de droits. Et même des écrivains là-bas, ou des biographes par la suite, ont consacré Horvath comme étant au moins autant, sinon plus, qu'un Bertolt Brecht, pour nous. Et l'écrivain Peter Handke compare même certaines de ses phrases à celles de Tchekhov ou de Shakespeare. Donc moi je vous cite une toute petite phrase d'Horvath pour conclure cette chronique où il disait « Dans toutes mes pièces, je n'ai rien embelli, rien enlaidi. J'ai tenté d'affronter sans égard la bêtise et le mensonge. Cette brutalité représente peut-être l'aspect le plus noble de la tâche d'un homme de lettres qui se plaît à croire parfois qu'il écrit pour que les gens se reconnaissent eux-mêmes. » Et son œuvre est édité en français donc par les éditions de l'Arche, donc vous pouvez trouver Oden von Horvath en librairie et le lire.
Et pour illustrer cette chronique, voilà, pour terminer, j'ai choisi une chanson de John Frusciante qui s'appelle My Smile is a Rifle. Et En français, ça veut dire Mon sourire est un fusil. Et pourquoi John Frusciante? Parce que lui aussi, dans un autre domaine, dans son domaine, donc la musique, c'est un esprit libre et je trouve que ça se ressent dans sa musique. Voilà. Merci, mon cher.